Oui. Il n'est pas dit qu'on ne peut pas renégocier un contrat. Oui. Ça reste quand même un accord de volonté, générateur d'obligations. Comme on l'a défini dans le Code des obligations civiles et commerciales du Sénégal, un contrat, on peut le revoir, surtout dans le cas des contrats d'investissement, qui sont des contrats de longue durée. Parce que la situation qui prévalait lors de la signature de la Convention, il n'est pas certain que c'est celle qui va perdurer. Donc quand il y a un changement de circonstances, il arrive bien sûr que ce contrat doit être renégocié. C'est possible, mais c'est complexe, voire difficile. Difficile, peut-être pas. Les parties peuvent s'entendre en amont pour renégocier le contrat quand il y a un changement de circonstances qui entraîne un déséquilibre de la Convention. Très bien. Parce qu'il peut y avoir une dévaluation monétaire, par exemple, qui rend le contrat caduc, c'est le terme auquel je pensais, mais en tout cas qui remet en cause les prévisions contractuelles. On peut avoir des clauses de hardship, c'est comme ça qu'on les appelle. Quand l'exécution du contrat devient difficile, il ne sert à rien de s'acharner sur un contrat dont les données économiques fondamentales ont changé. Donc là, il faut avoir quand même la sagesse de revenir à la table des négociations, mais à condition que ça ait été prévu en amont. Mais je disais aussi qu'en matière d'arbitrage, les investisseurs, à chaque fois que leurs attentes originelles sont déçues, ils ont tendance donc à aller devant le tribunal. À attaquer d'arbitrage. Est-ce que les investisseurs, en particulier étrangers, font réellement confiance au système judiciaire sénégalais? Le nouvel exécutif cherche... Non? Vous dites non tout de suite? Non, tout de suite, parce que je vous ai dit que l'arbitrage, ça a été conçu justement dans le but d'avoir une instance qui soit neutre. Parce que les tribunaux nationaux, ce sont des tribunaux nationaux. On a beau clamer l'indépendance de la justice, peut-être que dans leur esprit, comme ils sont dans un nouvel environnement juridique, qu'ils ne comprennent pas forcément. Parce que nous savons quand même en matière de droit, nous avons des systèmes juridiques qui s'opposent fondamentalement. Nous avons le système romano-germanique qui est le système français, auquel nous sommes le plus proches, et nous avons le système anglais, qui est le droit coutumier qu'on appelle la common law. Et les Anglais, il n'est pas dit qu'ils comprendront le système juridique sénégalais. Donc c'est la raison pour laquelle cette justice étatique qui fonctionne selon ses propres règles, ses propres codes, peut ne pas être compréhensible pour Woodside, l'Australie, pays anglophone, certainement, qui se rallie à la conception coutumière qui est donc celle de la common law. Et voilà pourquoi, comme ils ne comprennent pas les règles de ces instances, la prudence veut que, certainement, ils s'en réfèrent à une instance qui est neutre, où ils ont la possibilité de choisir leurs propres arbitres pour bien sûr régler le différend. En même temps, l'état de droit est un concept quand même universel. On parle souvent de l'importance de l'état de droit dans la décision d'investir dans un pays. Quelle est selon vous la réalité au Sénégal sur ce point? Sur ce point, bon, l'état de droit, bien sûr, on est quand même un état de droit. Pourquoi les investisseurs étrangers ne feraient pas confiance à notre système judiciaire? C'est pour les raisons que je vous ai expliquées. Ils ne sont pas sûrs de comprendre comment fonctionnent les juridictions. Ils ne maîtrisent pas forcément le cadre légal sénégalais, parce que nous avons des lois qui sont nationales. Même si un effort a été fait dans le sens de la communautarisation du droit, à travers l'OHADA, qui est une instance communautaire, à travers laquelle donc, il y a des textes qui sont applicables donc, au domaine des affaires, mais encore une fois, rien ne nous dit que ces investisseurs étrangers, ils y comprennent grand-chose. Voilà pourquoi même dans la négociation des contrats, ils feront en sorte que leur visée soit reflétée dans le document. Parce qu'un contrat, on peut le rédiger de deux façons. Surtout dans le domaine des affaires. On peut avoir, bien sûr, la manière anglo-saxonne, qui est de tout mettre dans la convention. Le contrat sera une sorte de Bible qui va revenir précisément sur l'ensemble des obligations auxquelles les parties donc s'astreignent. Et nous avons aussi la manière romano-germanique, tradition française, de rédiger un contrat qui s'oppose à celle anglo-saxonne. Et l'importance d'un contrat, il faut souligner. Et donc c'est ces documents-là qui va régir les relations entre les deux parties. C'est le cas aussi des traités bilatéraux. Les traités, ce sont que des contrats en matière internationale, qui lient des États. Et même par rapport au règlement des litiges, on parle de l'arbitrage, mais ce n'est pas systématique. Parce que nous avons aussi au niveau de l'Organisation mondiale du commerce un accord général sur le commerce, sur les investissements.